Bienvenue sur les routes de la sociologie, le podcast qui vous invite à explorer les chemins parfois sinueux, souvent inattendus, empruntés par les anciens étudiants de sociologie. La sociologie, pour beaucoup, n'est pas une destination finale, mais un point de départ. Dans ce podcast, nous suivons les itinéraires uniques de celles et ceux qui ont croisé cette discipline au détour de leurs études. Chaque épisode est une escale où nos invités partagent leur rencontre avec la sociologie, une étape clé qui a orienté ou réorienté leur parcours. Sur ces routes, certains ont bifurqué, intégrant les savoir-faire sociologiques dans des métiers variés, parfois hors des cadres académiques les plus classiques. D'autres ont poursuivi leur voyage en s'appropriant des concepts et des méthodes pour éclairer leur pratique professionnelle. Que ce soit dans le monde de la culture, du travail social ou de la création, de la santé ou encore de l'écologie, ces anciens étudiants mettent en œuvre, parfois sans s'en rendre compte, les outils qu'ils ont acquis sur les bancs de l'université. En écoutant leurs récits, nous découvrons leurs défis, leurs réussites et les savoir-faire qu'ils mobilisent au quotidien. À travers ces témoignages, nous prenons la mesure de la richesse et de la pertinence des études de sociologie. Sur les routes de la sociologie se veut également une réponse au discours réducteur qui présente cette discipline comme une voie sans issue. Ici, nous montrons qu'au contraire, elle trace des routes multiples, pleines de possibilités et d'éclairages nouveaux. Alors, embarquez avec nous dans ce voyage intellectuel et humain, parce qu'au bout du chemin, la sociologie n'est pas seulement un bagage, elle est une boussole, une carte pour mieux comprendre et agir dans notre société. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous empruntons un chemin plutôt surprenant à la croisée de deux disciplines, la sociologie et l'architecture, pour explorer la manière dont les études de sociologie peuvent transformer des trajectoires inattendues. Notre invité du jour, Guillaume, architecte de formation. À première vue, son métier semble éloigné des sentiers battus de la sociologie. Mais en réalité, Guillaume a emprunté une route originale où les concepts sociologiques éclairent son approche de l'espace, des interactions humaines et des projets architecturaux qui s'appuient sur plusieurs disciplines. Son histoire commence dans les salles de cours d'une école d'architecture où il découvre la sociologie. Fasciné par cette nouvelle manière de lire le monde et notamment par l'enseignement en sociologie urbaine délivré par ses enseignants, des architectes sociologues, Guillaume décide d'aller plus loin en s'inscrivant en licence de sociologie à la Sorbonne. Ce choix, assez audacieux, lui ouvre des horizons qu'il n'avait pas imaginés, en l'incitant à conjuguer les outils des deux disciplines. Durant la conversation, dont vous allez entendre les meilleurs extraits, Guillaume partage non seulement son parcours, mais aussi les défis et les opportunités liées à la transposition de la méthode de l'enquête de terrain en sociologie dans le travail d'architecte. Comment comprendre les usages, les dynamiques sociales et les besoins des usagers pour concevoir des espaces adaptés? Cette question est au cœur de sa démarche. Sur ces routes, où l'architecture et la sociologie se rencontrent, Guillaume nous invite ainsi à repenser les espaces que nous habitons et leur rôle dans nos vies. Alors que vous soyez un passionné de sociologie, d'architecture ou simplement curieux des détours professionnels qui naissent de cette discipline, cet épisode est une première invitation à l'exploration. Prenez place à nos côtés et suivez Guillaume, jeune architecte, sur son chemin sur les routes de la sociologie. Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots qui tu es ? Ça va que j'ai une courte vie pour l'instant, j'ai 26 ans. Je m'appelle Guillaume Dich, je suis actuellement étudiant en architecture. Je suis originaire de Bourgogne, à côté de Chablis, dans une petite commune qui s'appelle Ancilfranc. Et j'ai tout mon parcours d'école s'est fait dans ce village. J'ai un maternelle, jusque la primaire, jusqu'au collège, un collège dans mon tout petit village. Donc j'ai tout fait dans ce village de Bourgogne, un peu éloigné de tout, mais en même temps qui regorge déjà pas mal d'intuition sur l'architecture, et je m'en rends compte un peu aujourd'hui, et qui a
beaucoup de valeurs et beaucoup de choses qui m'ont sûrement amené vers l'architecture, pas si hasardement, mais au contraire, il y a pas mal de petits codes, des petits signes. Après le collège, je suis parti au lycée faire un baccalauréat qui s'appelle en design et arts appliqués, donc la STD2A. Et ça, c'est une classe par région, et donc c'était à Nevers. Donc j'ai fait l'internat à Nevers, donc il fallait être sélectionné pour entrer en seconde, pour être dans la classe d'arts appliqués à l'époque. Et donc je suis rentré en arts appliqués à Nevers, et après Nevers, donc c'est un cursus, c'est un baccalauréat technologique, donc c'est-à-dire que il y a une trame commune sur les études, le français, histoire, maths, habituel, mais sauf qu'il y a une option qui est l'art appliqué, donc qui est 16 heures par semaine avec un gros coefficient dessus. Et donc là, l'enjeu, c'était dans ce bac-là, c'est de nous entraîner et nous amener vers les métiers de la création industrielle sur 3 thèmes, le design produit, le design graphique et le design d'espace. Et donc après, libre à nous de nous orienter ce vers quoi on s'intéresse, mais souvent c'est quand même lié aux études supérieures, liées à la créativité, à la création, donc les études en design, devenir designer, ou parfois architecte. Et donc moi, dans le cadre de ce lycée-là, j'ai euh, très vite développé une fascination et des appétences pour le design d'espace, et donc je me suis orienté tout doucement comme ça vers l'architecture. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment bien ça, donc je me suis forgé une culture en architecture en lisant beaucoup, beaucoup de livres. J'ai sûrement fait tous les livres de cette petite bibliothèque à Nevers, et j'ai fait tous ces livres, tout préparé pour rentrer en grande école en architecture. Et donc j'ai candidaté à plusieurs, je suis allé à La Villette, après, donc école d'architecture à La Villette. Et là, la première confrontation avec la sociologie dans cette école. Et c'était une école très riche qui recevait plein d'étudiants un peu partout du monde, beaucoup d'Amérique latine. C'était très ouvert, il y a beaucoup de monde. C'est vrai que c'est une école, très très grande école. Euh, et pourtant, les projets d'architecture en eux-mêmes, alors c'était peut-être un peu naïf et peut-être un peu tôt pour faire ce constat-là, mais j'étais forcé de constater que j'aimais pas trop la manière dont on faisait le projet d'architecture, qui était dénué de contexte, dénué de... Comme sur Google SketchUp, vous débarquez, on fait un projet, mais vous êtes sur une page blanche, il n'y a rien autour de vous, il n'y a pas de gens, on sait pas... Il faut tout inventer, c'est... Enfin, maître du monde, quoi. Et à côté de ça, j'avais des cours de sociologie dès la première année, et en amphi et en TD. Donc c'était des sociologues architectes qui ont vraiment la double casquette, mais qui ont le cursus aussi universitaire en sociologie, bien sûr. Et donc Yona Yosa, Estelle Gourvenec à l'époque était en chargée de TD. Donc c'est des gens qui m'ont fait, voilà, qui m'ont introduit à la sociologie. Donc en école d'architecture, c'est essentiellement de la sociologie urbaine, mais il fallait quand même démarrer par quelques bases, donc commencer à citer Durkheim très très vite et à avoir quelques bases pour aller ensuite sur la sociologie urbaine. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup l'architecture, mais que je savais pas trop pour qui je faisais l'architecture. En fait, je savais pas comment la société fonctionnait. Voilà, moi j'ai mon parcours de petit gars de province qui débarque et qui arrive dans une grande ville et qui découvre aussi des classes supérieures, qui découvre aussi les banlieues, qui découvre qu'en fait il va falloir faire des projets d'architecture, mais pour une population auquel j'ai jamais été confronté. Et donc je me suis dit, ok, quitte à faire de l'architecture, je sais que c'est ça que je veux faire, mais il va falloir que j'apprenne comment fonctionne un peu la société, pour qui je la fais, et comment aussi on fonctionne, voilà, culturellement, socialement, voilà, toute cette organisation qui existe, à la fois politique, mais organisation sociale surtout. Voilà, j'ai décidé de m'orienter là-dedans, et donc j'ai arrêté mon fin premier semestre de la Villette pour consacrer, je vais faire la sociologie, je vais faire la Sorbonne, donc je le prendrai en septembre d'après. Et donc là, sur cet intervalle, j'ai fait quelques projets à droite à gauche, mais essentiellement j'étais en service civique sur une durée de 6 mois. Et après, donc j'ai fait ma licence de socio à Paris. Et donc j'ai tout orienté en sociologie pour nourrir la sociologie urbaine, parce que je savais que je voulais faire de l'architecture, donc j'ai essayé de prendre voilà, tous les thèmes qui se rapprochaient. Je me suis très vite dirigé vers l'école de Chicago, donc voilà, les origines. Et avoir après, là, me faire une culture sociologique et des démarches universitaires de recherche, d'enquête,
de traitement de données, ces trucs-là, pour nourrir toujours l'approche de l'architecture. Donc j'avais à chaque fois cette espèce de double lecture où je savais que je venais chercher des outils qui me serviront pour après. C'était la grosse différence avec la plupart des étudiants avec qui j'étais en cours, qui venaient recevoir et puis qui ne savaient pas forcément où ils iraient après ou quoi. Et moi, à côté de la sociologie, je faisais beaucoup de projets d'architecture par moi-même ou via des concours, via des choses comme ça. Et je commençais à prendre le rythme pour mettre toute la sociologie, tous les outils de recherche, citer les bons auteurs pour comprendre tel mécanisme, telle chose. Et voilà. Et après, j'ai essayé de reprendre l'architecture en Belgique. Donc c'était sorti de confinement, j'ai essayé de reprendre l'architecture en Belgique. Ça s'est moyennement bien passé, et donc j'ai vite arrêté. Et donc là, je suis rentré cette année à l'école d'archi à Marne-la-Vallée. Voilà. Et pourquoi Marne-la-Vallée, pour terminer, c'est parce que c'est une école qui s'intéresse essentiellement au territoire, donc qui revient un peu... c'est un peu une manière de revenir un peu à la maison, et avec mes perspectives aussi d'évolution et de projet. Voilà, de pas... Je disais que je ne serais sûrement pas une génération d'architectes qui construira beaucoup de neuf, mais qui sera amenée à beaucoup réhabiliter pour des enjeux écologiques, économiques. Et en fait, le volume existant, il y en a beaucoup, partout. Et essentiellement, l'effacement de nos territoires, notre approche qu'on a avec la ruralité, c'est des sujets qui, puisque j'y suis originaire, me touchent particulièrement. Et donc je choisis Marne-la-Vallée. Et voilà, et normalement, je devrais terminer la licence l'année prochaine à Marne-la-Vallée. Et ensuite, l'ambition, ça serait de trouver un master qui me permettrait de toucher les deux, la sociologie et l'architecture. Et s'il y a vraiment enthousiasme, peut-être que je me verrais pourquoi pas faire une thèse, soit après, ce qui me paraîtrait le plus intéressant, c'est de faire une thèse après quelques années d'expérience professionnelle. J'ai beaucoup admiré les architectes qui ont fait des thèses à 40 ans, quand on considère qu'ils sont encore jeunes architectes à 40 ans, mais qui ont quand même finalement une bonne vingtaine d'années d'expérience, et qui font une thèse avec un vrai sujet à dire, et alimentent le débat dans l'architecture, et très souvent ils ont quelque chose en plus à apporter, une lecture beaucoup plus mature. Et j'ai beaucoup de respect pour ces architectes-là qui, eux, m'inspirent énormément, et donc et voilà, c'est ce vers quoi je me dirige. Est-ce que tu pourrais revenir sur la manière dont s'est déroulée ton entrée en sociologie, et comment est-ce que tu t'es acclimaté au contexte universitaire? La sociologie, c'était à Clignancourt, donc c'était le Sorbonne 4. Là, c'était tout un univers à découvrir, quoi. C'était un vaste monde avec beaucoup de gens, un emploi du temps aussi qui était très troué. C'était plein des après-midi de libre entière, et en même temps beaucoup de travail à faire en fait à côté. Alors beaucoup s'en sortaient sans travailler, je me rendais bien compte, mais moi c'est vrai que je venais pour me faire une bibliothèque pour comprendre beaucoup de choses. Donc j'en profitais vraiment pour lire énormément, en plus de ce qu'on m'imposait évidemment pour les cours. J'y suis allé avec vraiment beaucoup de curiosité et d'ouverture, bien que j'ai jamais eu pour ambition de performer. Je me suis jamais mis la pression d'être dans le haut du panier des étudiants qui envisageaient ça, qui jouaient leur vie dans ces études-là. Je venais vraiment avec curiosité, je prenais ce que j'avais à apprendre, et il y avait pas mal il y avait aussi des cours qui m'intéressaient vraiment beaucoup moins, ou auxquels j'étais moins sensible, et auxquels je faisais le strict nécessaire, et ça passait. Et à côté de ça, par contre, tous les cours qui touchaient à la sociologie urbaine, ou même à des thèmes auxquels je ne serais jamais allé, par exemple la sociologie du genre, la question du genre, je me suis rendu compte, là, il n'y a pas si longtemps que ça, en regardant justement mon parcours pour préparer mon entrée à Marne-la-Vallée, qu'il y a beaucoup de thèmes comme ça auxquels j'aurais jamais été confronté si j'avais pas été en sociologie, et qui du coup deviennent des vrais enjeux d'architecture pour moi. La question du genre en ville, ces thèmes-là, ce fait qu'un homme ne peut pas avoir la même expérience qu'une femme en ville, ça me révolte, et c'est terrible. Et c'est des thèmes, en fait, si j'avais jamais fait de la sociologie, si j'avais jamais découvert
ce thème-là, c'est les concepts, les auteurs et autrices évidemment de ces thèmes-là, de ces sujets-là. J'aurais eu peut-être moins d'intérêt, ou j'aurais peut-être même jamais connu, ou que sous forme de revendication, sans prendre le temps de comprendre comment ça se faisait, tout ça. Donc pour répondre à ta question, c'est vraiment avec beaucoup de curiosité. C'était très simple de rentrer, moi j'ai candidaté dans des écoles supérieures, donc il fallait un bon dossier accessoirement, avec des choses à montrer. Là on rentrait, c'est l'université, c'est très ouvert, c'est très généreux. C'est très généreux sur le papier, et c'est incroyable d'accéder, rencontrer des professeurs très connus. Moi à l'époque c'était Didier Lapeyronie, c'était ses dernières années d'enseignement en Sorbonne 4. C'est tout un univers auquel je suis rentré avec curiosité et ouverture, et voilà, c'était aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a des auteurs ou des concepts en sociologie urbaine qui t'ont particulièrement marqué au cours des études de sociologie ? C'est vrai que j'ai cité tout à l'heure l'école de Chicago. Aujourd'hui encore, avec des pincettes, mais pour des questions évidemment de génération, de temps, faut savoir cibler aussi et cadrer un peu ces auteurs dans une temporalité. Mais c'est vrai que quand j'ai entendu mes premiers cours, donc je devais être en 2e année quand je suis arrivé, quand on a commencé à toucher aux écoles de Chicago, à l'école de Chicago, là directement on me l'avait introduit sur c'est la naissance d'une grosse école, ça va être très important, c'est une naissance de sociologie urbaine à l'époque. Toute l'école de Chicago, j'ai quand même pas mal embrassé ces thèmes-là. Il y a Simmel aussi, j'ai beaucoup adoré Georg Simmel, que j'utilise assez souvent aussi parce que c'est des écritures qui sont difficiles, que je trouve en tout cas très difficiles à lire, et j'aime beaucoup le fait de devoir y revenir. J'adore les livres comme ça. Quand j'avais un cours sur le capitalisme qui était donné par Razmik Kecheyan, comme assez grosse notoriété aujourd'hui, qui écrit encore beaucoup. C'était une approche de Marx et qui nécessitait beaucoup de finesse, d'analyse, beaucoup de temps pour lire le texte, puis le relire et relire pour comprendre les outils. Et c'est fabuleux qu'à chaque fois que je reviens dans la bibliothèque, je rouvre ce livre, je lis à chaque fois des nouvelles choses et je comprends différemment les choses avec plus de maturité, ou le temps long comme ça de ces concepts qui fonctionnent et qui ont un effet sur nous, c'est assez intéressant. Et après, il faut quand même que je cite, j'ai eu un cours qui a beaucoup orienté, et je crois que j'en avais discuté avec toi pendant le workshop, qui est le cours de sociologie des réputations, qui a été donné et dirigé par Pierre-Marie Chauvin. Et c'est un cours auquel je dois beaucoup. Là, je pourrais te citer Baker. J'ai tout le temps sur mon bureau des trucs de la réputation. Voilà, ils sont tout le temps là. Gloria Orighi, chez Baker. Nathalie Heinisch aussi sur l'approche artistique de la réputation. Gary Allen Fine. Il y a beaucoup là il y a une grosse bibliographie dont j'utilise énormément aujourd'hui, surtout pour l'architecture, parce que je m'intéresse à l'identité, à la réputation de nos territoires, et donc j'essaie d'appliquer ces concepts qu'on donne normalement aux individus et au monde social, mais je l'applique peut-être naïvement, mais toujours en outil pour développer des projets en architecture, et on pourra sûrement revenir sur ce thème-là. Mais voilà, ça c'est principalement les auteurs, cette bibliographie-là qui m'ont intéressé. Et en quoi cette formation de sociologie que tu as reçue à la Sorbonne, elle a modifié ton regard en tant qu'architecte, et dans quelle mesure elle a modifié ta manière d'exercer le métier, notamment dans les différents projets que tu as pu faire pendant tes études? Finalement, la sociologie, ça m'a apporté cette approche-là, ce pas de recul et la lecture que j'ai sur le monde qui m'entoure. Ça a fait mûrir une lecture que j'ai sur notre environnement, c'est-à-dire appréhender une rue, appréhender un bâtiment, que tous les volumes sont pas juste des surfaces et sont pas des fonctions très bêtes comme ça qu'on stratifierait comme ça juste pour en faire des tours. En fait, une tour par exemple, c'est quand même
c'est une approche verticale de l'architecture, mais qui est très liée au pouvoir, qui est liée à l'économie. Tout le monde ne rentre pas dans une tour, tout le monde ne débarque pas dans une tour. Et cette lecture-là, je l'applique et ça devient un vrai outil de travail pour savoir ce que je ne veux pas faire ou ce que je risquerais de faire avec cette forme-là. Ça, c'est... Voilà, de manière très large, c'est ça. C'est que c'est devenu un outil un réflexe, ce pas de recul, de questionner mon projet, mais avec une approche très sociologique, pour qui je construis, et ou pour essayer d'éviter les problèmes, éviter, sans m'en rendre compte, de générer une forme qui posera problème pour un type de population, un type d'individu. Il y a l'expérience physique, il y a la connaissance, la maturité, la sagesse aussi de l'habitude qui rentre en jeu, l'habitude de faire des projets. Mais moi, c'est par la sociologie essentiellement, et par cette approche-là, très, très sociale. Questionner les gens aussi bêtement, de comment ils travaillent. Et vice-versa, avoir cette espèce d'humilité-là, de pas venir en apportant des solutions, parce que les solutions, elles se construisent. C'est ça qui est intéressant avec la sociologie, c'est que tout est construit. Et c'est là le lien que je fais, moi, dans mon approche. Tout est construit, il faut prendre le temps de le construire, et prendre aussi le temps de déconstruire des choses aussi, Enfin voilà, ça fait partie de nos temporalités, de notre génération, de prendre le temps de déconstruire des choses qui elles sont problématiques. On ne va pas vivre avec, on peut aussi prendre le temps de déconstruire ces choses-là. Voilà, c'est l'approche que j'ai. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les différentes disciplines auxquelles tu fais appel dans tes projets ? Moi, je suis encore en école, donc j'ai pas encore tout le pan économique qui va avec, donc qui change drastiquement la couleur d'un projet et l'ambition d'un projet, mais qui en même temps dessine ses limites, et c'est avec les limites et avec les contraintes et tous ces vecteurs coercitifs qui apparaissent comme ça sur le projet qu'on dessine quelque chose qui assez malin et assez juste, et qui n'est pas dans l'opulence, qui est pas qui est mesuré, efficace et qui plaît, qui fait du beau. En fait, je crois que c'est la beauté d'un projet, c'est les nouvelles disciplines qu'on va convoquer. C'est ça qui est beau, en fait. C'est découvrir, choisir par exemple de faire un projet en bois pour répondre à un projet. Ce qui est très beau, c'est aller à la rencontre d'un charpentier ou quelqu'un qui manipule le bois, un menuisier, qui va nous ouvrir sa discipline. C'est pas forcément à nous d'aller la chercher, mais d'aller toquer à sa porte, quoi. Et c'est ça qui est très très beau. J'avais fait un projet en Ardèche, en équipe, et on était deux, et on était fascinés par un fustier qui était dans un tout petit village, donc quelqu'un qui fait des chalets en fût, comme on voit dans les reportages à la RMC Découverte, là, des mecs à grosse barbe, à grosses bottes, et qui vont tailler des arbres et qui en font des chalets. Et lui, il était tout seul au fin fond de l'Ardèche en train de faire ça, et la matérialité, le génie constructif et pour pouvoir survivre, voilà, c'était son entreprise, c'est comme ça qu'il travaillait, comme ça qu'il bossait, sa tronçonneuse, ses outils, son langage. Fatalement, en fait, ça a un peu inondé d'idées et d'images le projet auquel nous on a répondu à l'époque. Et fatalement, on a été toqué à sa porte, et on a demandé à voir comment il travaillait, et donc on a découvert un vocabulaire, et donc ces codes, ces gestuels-là, c'est des disciplines qu'on a convoquées pour notre projet à nous. Et en fait, tous les projets font intervenir des disciplines. Quand on conçoit une école de danse, j'imagine que c'est quand même pas mal de rencontrer des danseurs pour savoir ce à quoi ils ont besoin, et savoir ce que c'est aussi la danse qu'ils entendent par là, et ce qu'on en fait, et comment on vit l'expérience, et essayer de faire cette expérience-là aussi avec eux. Donc là, toutes les disciplines s'ouvrent, parce que en architecture, on répond à un programme économique, écologique, une forme, avec tous les corps de métier qui s'enchaînent derrière et qu'il faut respecter parce que c'est eux qui font le projet. Mais à côté de ça, la poésie du projet en lui-même tient dans les disciplines qu'on convoque après, qu'on ne connaît pas encore, auxquelles on n'est pas sujet au quotidien. C'est le caractère un peu délicat, c'est en fait on convoque quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais qui va fatalement nourrir notre projet, et ça sera génial. Ce qui va faire que le projet sera heureux, parce que
la personne qui l'a commandé va se sentir vraiment concernée et on aura fait tous les efforts pour se tourner vers elle. Et elle aura aussi le sentiment d'avoir contribué à la chose. Elle n'a pas commandé comme sur Amazon, elle n'a pas cliqué pour une maison ou pour un appartement et puis ça arrive comme ça. Elle a joué un rôle très particulier et très fin, et beaucoup plus fin qu'elle l'imagine, dans la création de ce projet. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner de projet dans lequel tu as particulièrement utilisé la sociologie, ou en tout cas la méthode sociologique, et qui t'a vraiment permis d'avancer sur ton projet et d'arriver à un résultat satisfaisant ? J'ai cité ce projet en Ardèche, donc je peux redonner un peu les conditions. C'est un projet auquel je tiens beaucoup, parce que c'était en équipe. J'étais avec une partenaire qui s'appelle Julie Demelenard. À l'époque, c'était pour un concours d'une petite commune qui s'appelle toujours La Louvet. C'est une toute petite commune sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc c'est une commune qui a une basilique, qui a beaucoup d'hôtels qui ont fermé. C'était sur le chemin de Saint-Jacques, donc il y avait beaucoup de passages. Et puis euh, les pèlerins ont diminué d'année en année. Voilà, là, c'est un peu une perte numérique pour la religion, mais en même temps, il y a tout un héritage de volume et d'architecture dans ce petit village. Et donc, sur un des hôtels qui était dans ce petit village-rue, là, les villages-rues, c'est une seule rue et toutes les constructions se construisent le long de cette rue. Donc, on appelle les villages-rues, donc c'était que des hôtels. Et un des hôtels s'effondrait et puis menaçait la voirie, et donc ils ont décidé de le démolir par raison de sécurité. Et ils cherchaient à mettre en place un espace public à cet emplacement-là, à la place, pour faire un cœur de village, pour accroître l'attractivité du village, mettre en place un lieu de vie différent. Et donc à l'époque, je me rends compte que j'ai eu très vite des réflexes en sociologie d'approche de projet. J'ai lu le règlement avec beaucoup d'attention. Je lis beaucoup les règlements et le programme, qu'on dirait en architecture, le programme, donc ce qui est attendu de notre part en livraison. Je lis beaucoup le règlement pour voir quels sont ses côtés obscurs. J'adore voir là où il y a des points noirs, là où ça sent pas bon du tout, parce que eux-mêmes sont pas forcément ok avec ce qu'ils veulent faire entre eux. J'adore lire ça parce qu'en fait, un programme et donc dessiner le cadre d'un concours, c'est déjà un produit social, quoi. C'est déjà des gens qui sont réunis pour mettre en place un cadre, un contexte, les règles du jeu. Et en même temps, à la fin, il faut aboutir à quelque chose qui, du coup, serait ok pour tout le monde. Donc déjà, avoir cette lecture très fine et relire, re-relire et voir les zones d'ombre, ça a déjà une approche qui est de questionner qui a mis en place ces choses-là, donc commencer à voir un peu la structure du village, qui était le maire, qui était ce groupe-là qui organisait ce concours. Et ensuite, très vite, la première chose qu'on a voulu faire quand on est arrivé sur le terrain, c'était de rencontrer toutes les entreprises du village, rencontrer tous les gens qui travaillent là-bas. Donc on a dit, on fera le projet, vous nous présenterez le cadre, le contexte. Donc on a été très très bien reçus et c'était super comme expérience. En plus, en tant qu'étudiant, c'était vraiment reçu comme des rois et c'était génial. La seule condition qu'on avait, c'était de rencontrer vraiment tous les gens qui faisaient ce village au quotidien. Rencontrer, voilà, et même on a fait une nuit ou deux là-bas sur place, parce que c'est au milieu des cours, donc c'était sur le temps d'un week-end, on est descendu là-bas. On a rencontré tout le monde. On a rencontré fustiers, des menuisiers, on a rencontré la pharmacie, la boulangerie, tout le monde. Et on leur a tous posé la même question. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce village ? Qu'est-ce que vous êtes attaché à quoi exactement ? C'est quasi une approche d'enquête, en fait. Mais on avait des questions qui étaient assez fermées, mais on était très ouverts sur tout ce que je recevais. Alors j'ai des carnets entiers. Avec toutes les réponses des gens, ce qui les intéresse, ce qu'ils aiment pas, parce que je savais aussi que pertinemment que dans un village comme ça qui organise un concours d'architecture, c'est pas des villages qui sont riches. Ils n'ont pas les moyens de faire des concours d'architecture. Ils ont des idées de ce qu'ils aimeraient avoir. Évidemment, ils avaient les codes, ils avaient des références d'espaces de jeu à Lyon, des espaces de jeu à Copenhague, des trucs qui étaient complètement hors échelle par rapport
au contexte de notre projet. Et en même temps, si on n'avait pas eu cette approche de rencontrer toutes ces personnes, la dame de l'office du tourisme qui nous a expliqué toute l'histoire du lieu, qui nous a fait faire déambuler dans le village, les menuisiers pour savoir ce qui faisait la richesse du village, l'entreprise qui reçoit beaucoup de compagnons du devoir, qui engage beaucoup de personnes, qui fait vivre encore ce village. On n'a pas rencontré ce fameux fustier qui avait une matérialité quasi archaïque et en même temps qui était très fine parce que très intelligente techniquement. Si on n'avait pas rencontré aussi un père jésuite là-bas au pied de la basilique qui nous expliquait ce qu'il allait faire lui de tous ces volumes vides, se retrouver tout seul dans des volumes immenses. En fait, tous ces gens-là, toutes ces personnes-là, les rencontres qu'on a faites là, elles ont mis un cadre en plus du contexte qui était l'appel à projet en lui-même, donc les conditions. Et donc très vite, il y a l'approche sociologique s'est faite où on a récupéré des dessins d'enfants qui une maîtresse du village leur avait demandé à toute cette petite classe qu'est-ce que vous verrez comme aire de jeu pour vous, c'est quoi votre aire de jeu rêvée et tout ça. Donc ils avaient tous fait des dessins, on a récupéré tous les dessins pour imaginer voir c'était quoi, qu'est-ce qu'on rêvait de quoi. Alors il y avait des réponses, il y avait même la commune a été très... en fait, la qualité de ce projet tient, je pense, dans le lien qu'on a eu avec la mairie, qui, elle aussi, était très enthousiaste, elle avait déjà mis en place beaucoup de choses avec son CAUE. Il y a eu des cartes postales d'idées aussi, voilà. Donc on avait directement demandé aux gens de contribuer, d'avoir une idée de qu'est-ce qu'ils verraient à la place et tout ça. Et donc il a fallu faire un peu un filtre, faire des déçus aussi, mais en même temps essayer de créer un peu des moments heureux. Mais de célébrer les savoir-faire locaux, célébrer les gens qui y habitent, pas faire quelque chose de démesuré par rapport à qui ils sont, ce qu'il y a dans ce village, pas faire quelque chose de opulent qu'on verrait au loin d'une vallée. Et en fait, souvent, on s'est rendu compte que beaucoup s'attendaient à ça, à un truc hyper opulent, énorme, quasi une sculpture qu'on verrait. Enfin, ils voulaient une tour Eiffel du village, quoi. Ils voulaient un truc massif, visible, qui parle énormément, mais qui... Voilà. Et très vite, tu leur ai dit, ça sera pas, on fera pas ça. On fera pas ça parce que ça va pas du tout contribuer en fait au cœur du village. Vous êtes pas beaucoup, il faut un endroit, un espace de vie où vous allez pouvoir vous réunir et mettre en place et nourrir encore. Je sais pas, c'est les vides-greniers que vous mettez, le marché, avoir un endroit fonctionnel aussi, avoir davantage de places de parking aussi, voilà, des trucs très bêtes qu'il y a dans ces villages-là, du stationnement pour aller chercher son pain, voilà, et puis repartir. Et en fait, l'approche sociologique, elle a eu lieu là-dedans, je crois, dans les interactions, dans la discussion qu'on a eue avec tout le monde. Et après, cette espèce de transcription architecturale d'un projet qui était donc là beaucoup plus numérique, savoir réduire l'échelle de ce que tout le monde attendait, mettre en place une échelle qui est bien plus petite, un espace public, ça faisait 2000 mètres carrés à peu près, mais c'était bien plus petit qu'une sculpture à mettre en place entre deux bâtiments qui auraient été désuets. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait pu dire, nous, en tant qu'étudiants architectes, qu'est-ce qu'on aurait fait Il fallait faire venir un artiste, c'était ça. Non, il fallait un espace un peu heureux. Et donc, on a imaginé un projet comme ça qui s'ancre dans le temps, en fonction des moyens, mais avec un vocabulaire assez précis. Voilà, on a étendu voilà, le cœur du village en espèce de grand plancher, avec des cabanes pour les enfants, un espèce de jeu protégé, couvert, et puis très ouvert aussi sur la vallée, avec des très très grandes perspectives, et à la fois sur la basilique, mais aussi sur les Alpes, qu'on voit très loin. Enfin voilà, Et ce projet-là, j'y tiens beaucoup, parce que c'est aussi une approche sur questionner l'identité du village. Et donc c'est là, je reconnecte très vite avec ce vers quoi je me dirige dans les sciences humaines, c'est-à-dire la question de l'identité, de la réputation. Qu'est-ce qui fait que ce village est réputé, donc son caractère de chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, cette halte, et en même temps son identité, donc comment contribuer à s'ancrer dedans sans la froisser. Voilà, c'est une approche qui... C'est sûr que c'est pas très rigoureux scientifiquement d'avoir cette approche-là comme ça, mais en même temps c'est un terrain tellement fertile et qui me paraît tellement connecté avec le réel que ça me paraît efficace. Selon toi, quels sont les savoir-faire et les compétences qui sont utiles pour exercer le métier d'architecte ? Quand on lit les traités d'architecture d'époque, on a l'impression qu'il fallait être un dieu pour exercer l'architecture, parce qu'il fallait être à la fois chimiste, astronome,
géographe, il fallait tout connaître. Il fallait tout connaître. Les premières compétences, c'est l'écoute. Je crois que c'est l'écoute. Je vois beaucoup trop de... Je suis assez triste souvent de voir beaucoup de construction et pas beaucoup d'architecture. C'est un espèce de paradoxe qu'il y a dans la discipline. On construit beaucoup, mais on ne fait pas beaucoup d'architecture. Pour distinguer les deux, souvent il y a une approche beaucoup plus liée à l'écoute et savoir discuter avec son client, savoir discuter avec son environnement, avoir une approche beaucoup plus sensible. Euh, et cette approche-là, c'est une compétence, j'ai presque envie de dire, c'est presque même la seule compétence qu'il faudrait avoir. Ou pour l'instant, je répondrais, on est en 2024, je réponds que ça. Après, évidemment, il y a des avantages à avoir avoir une construction qui a des choses à dire aussi, il y a des effets. Voilà, on doit avoir un peu de sensibilité, il doit y avoir un peu de poésie. On a comme ambition de faire du beau. On n'est pas là pour répliquer des choses, même s'il y a des choses très belles qui sont réplicables, évidemment, ou qui pourraient être discutables. Mais dans les compétences, c'est des compétences qui sont voilà, très naturelles. L'écoute, avoir une sensibilité tactile aussi, être connecté à ses sens, ça fait partie, c'est des compétences naturelles. Après, bah, évidemment, toute compétence est bonne à prendre. Et c'est ce qui fait sûrement la beauté de l'architecture, c'est que chacun a une approche qui lui est propre, avec ses propres compétences. Il y a des architectes qui ont fait 12 ans de musique, et en fait, quand on rentre dans un bâtiment, on se rend compte qu'ils dessinent ça comme si c'était de la musique, comme si c'était une partition. Ils emploient même souvent le même vocabulaire. Et on pourrait lire les choses de manière très lyrique, comme ça. Moi, ma vision de l'architecture a beaucoup changé dès lors où un jour je suis rentré dans un bâtiment et la personne à côté de moi a commencé à avoir les larmes aux yeux juste parce qu'on était rentré dans le bâtiment, qu'elle trouvait ça très très beau. Bon bah moi j'ai vu que c'était sûrement ce métier-là que je voulais faire. Lorsque tu te projettes dans l'avenir d'un point de vue architectural, est-ce que tu as des idées de projets déjà? Et plus largement, comment envisages-tu ton futur professionnel? J'ai pas de grosses ambitions architecturales. Je suis pas. J'aimerais juste faire les choses bien, respecter et respecter tout un corps de métier qui s'efface petit à petit, retrouver un peu le plaisir et le respect pour les gens du bâtiment. Euh, ces individus-là, ces familles-là qui vivent entièrement grâce à des salaires de personnes qui se lèvent très tôt le matin pour aller construire, je trouve ça assez fascinant. Très généreux, qu'on des poignées de main très généreuses, très, très dures, mais en même temps qu'il faut savoir respecter, qu'il faut savoir entendre. C'est pas des métiers faciles, c'est des conditions compliquées. Et de toute façon, je ferais rien, moi, si ces personnes-là n'étaient pas assez solides pour rester sur les chantiers, à travailler, et à avoir l'amour du travail. Donc, moi, j'ai pas d'ambition internationale non plus. Je l'entends autour de moi que beaucoup rêvent encore d'être des architectes, ces trucs-là. Je suis très mal à l'aise à l'idée de faire ça parce que j'aurais déjà du mal, à mon avis, à savoir construire dans d'autres régions françaises auxquelles je n'ai jamais été confronté. Alors, je ne saurais pas trop ce que j'irais dire à Sao Paulo. Mais en même temps, faire ce que je peux, parce que je sais que c'est voué à être compliqué. Faire ce que je peux, respecter les gens du travail, ceux qui bossent, les métiers, les corps de métier, réveiller aussi certains corps de métier qui disparaissent parce que c'est plus tendance ou parce que on s'est dirigé vers des ressources pétrochimiques plutôt que leurs ressources qu'ils avaient qui sont biosourcées. Mes perspectives, elles sont assez larges. Je prévois pas de travailler dans un gros cabinet prestigieux. J'adorerais avoir une expérience de stage, voilà, mais qui sera à mon avis liée à mes études. J'aurais pas le choix que de faire un stage en cabinet. Ça. Mais j'ai beaucoup d'amour pour ces architectes qui sont 3, 4, 5, jusqu'à 20 personnes voilà, dans un cabinet et qui peuvent faire des projets très 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 grands et qui s'accrochent à ça et qui sont qui ont encore le sens qui touchent tous un peu à tout le projet, qui sont encore responsables des traits qu'ils font, des choix qu'ils font.
J'imagine, oui, que je travaillerai peut-être un jour dans des petites agences comme ça, mais à terme, j'aimerais bien quand même avoir mon agence en mon nom. Donc, je sais qu'il va falloir que j'aille au bout des études et jusqu'à l'habilitation, qui est la 6e année, enfin une dernière année en France. Euh, mais pas d'ambition internationale. J'espère juste avoir un peu trouver le bon vocabulaire, avoir la bonne poésie, avoir la bonne générosité à donner dans des projets qui mettront en valeur des métiers, les mains des artisans, et, et voilà. Ce premier podcast touche à sa fin. Nous remercions chaleureusement Guillaume pour nous avoir fait part de son parcours et de la place qu'il réservait à la sociologie dans celui-ci. Sur les routes de la sociologie est bientôt de retour avec un nouvel épisode. Dans le prochain numéro, nous accueillerons Isabelle, une ancienne doctorante en sociologie qui a su transformer sa formation en une véritable expertise. Aujourd'hui chef de projet au service ministériel de la sécurité intérieure, elle nous parlera de son rôle clé dans les enquêtes de victimation qui permettent de mieux comprendre les violences subies et leurs impacts sur les victimes. Comment passe-t-on de la sociologie académique à des missions au cœur des politiques publiques ? Quel savoir-faire sociologique mobilise-t-elle au quotidien ? Isabelle partagera avec nous son parcours et son regard éclairant sur son métier méconnu. À bientôt sur les routes de la sociologie.